Bonjour mes chers élèves. La leçon d'aujourd'hui est le prolongement de la séquence 2 intitulée La politique monétaire. Pour rappeler le plan, cette séquence qui se divise en 3 paragraphes qui sont la monnaie, le système financier, les objectifs et les instruments de la politique monétaire. Paragraphe 3 donc que nous avons déjà entamé, intitulé « Les objectifs et les instruments de la politique monétaire » comprend les 3 points suivants: notions et fondements théoriques de la politique monétaire, 2. Les objectifs de la politique monétaire, 3. Les instruments et les actions de la politique monétaire. Aujourd'hui donc, on va entamer le 3e point intitulé les instruments et les actions de la politique monétaire, qui se subdivisent en 2 points, qui sont les instruments et les actions à objectif interne et les instruments et les actions à objectif externe. On entame tout de suite les instruments et les actions à objectif interne. Mais avant, on aime bien rappeler les risques de la création monétaire au-delà des besoins de l'activité économique. Le risque principal d'une émission excessive de la monnaie, c'est la hausse des prix, c'est-à-dire l'inflation. D'où la nécessité, puisqu'il y a ce risque, d'où la nécessité de contrôler la création monétaire. Cette tâche, ou cette mission, qui figure dans les statuts de la Banque centrale, l'article numéro 6, qui doit veiller à la stabilité des prix. Qui doit donc contrôler la création monétaire? On dit tout de suite que ce sont les autorités monétaires, à savoir la Banque centrale, qui ont cette tâche. Le contrôle de la Banque centrale. Le contrôle va porter sur la création de la monnaie fiduciaire. Il s'agit d'un contrôle direct, puisque la création de la monnaie fiduciaire émane de la Banque centrale. La monnaie scripturale, il s'agit donc d'agir sur la monnaie ou la création de la monnaie scripturale par les banques de dépôt. Il s'agit d'un contrôle indirect. Il faut rappeler que la monnaie scripturale est créée par les banques de dépôt. Ces banques qui sont des sociétés privées dont l'objectif est la réalisation maximale du profit. Le profit des banques émane des intérêts reçus des agents économiques à l'occasion de la distribution de crédit. Les intérêts donc seront de plus en plus importants avec l'augmentation des crédits distribués. Les instruments de contrôle de la création monétaire, la politique monétaire. Ces instruments peuvent être soit des instruments qui vont être utilisés pour agir sur la liquidité des banques ou des instruments d'action sur le marché monétaire. Les instruments de contrôle de la liquidité des banques. Il s'agit de la réserve monétaire obligatoire. Comment la Banque centrale manipule la réserve monétaire obligatoire pour agir sur la liquidité des banques? Pour illustrer cet instrument, on va partir de l'exemple suivant. Il s'agit d'un agent économique ou des agents économiques qui ont fait des dépôts à vue auprès des banques, auprès du système bancaire. Si le taux de la réserve est de 20%, les banques vont maintenir 2000 auprès de la Banque centrale en réserve et il leur reste en caisse, sous forme de liquidité, 8000. Si le taux de la réserve monétaire obligatoire est de 50%, les banques doivent geler auprès de la Banque centrale 50% des dépôts reçus des agents économiques. Il va leur rester donc 5000 en caisse, sous forme de liquidité. Si le taux de la réserve monétaire obligatoire est de 10%, les banques vont maintenir en réserve
1000, c'est-à-dire 10% des dépôts reçus, soit 1000, et il le reste en caisse sous forme de liquidité 9000. La réserve monétaire a pour objectif de limiter ou stimuler la liquidité des banques et par conséquent leur capacité de distribution des crédits. La manipulation du taux de la réserve monétaire obligatoire. Rappelons que si le taux de la réserve est de 20%, les banques vont maintenir 2000 en réserve et prêter 8000. Si le taux de la réserve monétaire est de 50%, ils vont donc garder en réserve 5000 et prêter 5000. Comme vous pouvez le constater, le prêt a diminué de 8000 à 5000 en raison de l'augmentation du taux de la réserve monétaire obligatoire. Si le taux est de 10%, les banques sont obligées de maintenir en réserve seulement 1000 et il leur reste 9000 qui vont donc l'utiliser pour accorder des crédits aux agents économiques. On peut donc constater que la monnaie créée augmente de plus en plus avec la baisse du taux de la réserve obligatoire. Si le taux de la réserve est de 50%, la monnaie qui sera créée après une série de vagues dépôt-crédit sera de 20 000 seulement. Si le taux de la réserve monétaire est de 20%, la monnaie qui sera créée sera de 50 000, il va augmenter avec la baisse du taux de la réserve obligatoire. Si le taux baisse à 10%, la monnaie créée sera de 100 000. La création de la monnaie augmente de plus en plus avec la baisse du taux de la réserve monétaire et l'augmentation de la distribution des crédits. La réserve monétaire consiste donc pour les banques qui sont obligées de geler une partie de leur liquidité dans un compte auprès de la Banque centrale. Généralement, cette somme bloquée auprès de la Banque centrale est non rémunérée. Le taux de la réserve obligatoire depuis le 16 juin 2020 a été ramené à 0% au lieu de 2% seulement avant cette date. Cette baisse a permis donc ou représente l'équivalent d'une injection de 10 milliards à peu près de dirhams dans le système bancaire. On passe maintenant aux instruments d'action sur le marché monétaire. Ces instruments sont très divers. On peut distinguer les avances de Banque al-Maghrib, de la Banque centrale, les reprises de liquidité, les facilités de dépôt, le taux directeur, l'open market, les opérations de pension livrée, les opérations enfin de swap de change. On va donc traiter cas par cas. On commence d'abord par les avances et les reprises de liquidité à 7 jours. Les avances à 7 jours et les reprises de liquidité à 7 jours. Ces deux opérations représentent des opérations principales pour la Banque centrale. En cas de sous-liquidité, la Banque centrale intervient par le système des avances à 7 jours. En cas de surliquidité, la Banque centrale va intervenir par la formule des reprises de liquidité à 7 jours. Les avances et les reprises de liquidité à 7 jours. Ces opérations constituent le principal canal d'apport ou de retrait des liquidités et ils sont exécutés une fois par semaine de manière régulière par voie d'appel d'offres. En situation d'excédent, la Banque centrale recourt aux reprises de liquidités comme principal instrument, alors qu'en cas d'insuffisance de liquidité, il utilise les avances à 7 jours. Ces opérations principales visent à aligner le taux interbancaire sur la valeur cible de la politique monétaire. Comment on manipule les avances et les reprises à 7 jours? La Banque centrale fixe un taux interbancaire
ciblé de la politique monétaire, soit T% par exemple, si le taux du marché monétaire interbancaire est supérieur à T, cela signifie qu'il y a une sous-liquidité du marché. C'est pour cette raison que le taux a augmenté, a dépassé le taux ciblé de la Banque centrale. La Banque centrale va intervenir dans ce cas par le système des avances à 7 jours. Si le taux monétaire interbancaire devient inférieur à T, cela signifie qu'il y a une surliquidité du marché et la Banque centrale va utiliser les reprises de liquidité à 7 jours. Les avances à 7 jours, voici un exemple. Le 9 septembre 2020, il y a 2 jours, les banques ont demandé à la Banque centrale, parce que ce sont les banques qui expriment leurs besoins, ils ont demandé à la Banque centrale un montant de 24 milliards 280 millions de dirhams. La Banque centrale a satisfait totalement leurs demandes en leur servant le même montant, c'est-à-dire 24 milliards 280 millions, à un taux d'intérêt de 1,5% long. La date de valeur de l'opération, c'était donc le 9 septembre. Le lendemain, c'est-à-dire le 10 septembre, c'est la date de valeur, date à partir de laquelle les intérêts commencent à courir. La date d'échéance, c'est-à-dire la date à laquelle les banques doivent rembourser ou verser la somme avancée par la Banque centrale il y a une semaine, c'est cette date, et le 17 septembre 2020. L'instrument, comme vous pouvez le voir, et les avances à 7 jours. Le même cas pour le 2 septembre, le montant demandé était de 24 milliards 540 millions. Le montant servi, c'est le même montant, 24 milliards 540. L'instrument, c'est les avances à 7 jours. La date d'appel d'offres, c'est le 2 septembre. La date de valeur, c'est le 3 septembre, le lendemain. Et la date d'échéance, c'est le 10 septembre. Le taux, c'est le même, c'est-à-dire 1,5%. On passe maintenant aux facilités permanentes à l'initiative des banques. Ces facilités peuvent être les avances à 24 heures dans le cas d'un déficit de trésorerie des banques ou des facilités de dépôt lorsqu'il s'agit d'un excédent de trésorerie des banques. Les facilités permanentes à l'initiative des banques, il s'agit donc des avances à 24 heures et des facilités de dépôt à 24 heures. L'objectif de ces avances ou de ces facilités, c'est de maintenir le taux interbancaire à l'intérieur d'une bande prédéfinie et de limiter l'ampleur de ces fluctuations autour du taux de la politique monétaire. Ils sont utilisés par la politique monétaire pour ajuster la trésorerie des banques. Comment on manipule ces avances ou ces facilités? Prenons le schéma suivant. Vous avez les deux axes qui représentent les bornes de la bande de fluctuation, l'axe supérieur et l'axe inférieur. La Banque centrale détermine un taux plancher des avances à 24 heures qui, dans ce cas, 3,5%, et un taux des facilités de dépôt à 24 heures de 1,5%. Pour illustrer cela, prenons le cas d'une banque qui a un besoin de liquidité. Cette banque ne peut pas payer s'il a besoin. Il peut recourir à une autre banque du marché monétaire pour lui demander la liquidité. La banque déficitaire ne peut pas payer à une banque ayant un excédent un taux supérieur à 3,5%. Si la banque excédentaire, par exemple, demande un taux de 4% qui dépasse 3,5%, la banque déficitaire va refuser. Pourquoi? Parce qu'il peut recourir à la Banque centrale pour obtenir des avances au taux de 3,5%. Les banques excédentaires sont obligées donc d'accorder aux autres banques déficitaires des avances dont le taux d'intérêt ne dépasse pas 3,5. Par contre, dans le deuxième cas, une banque qui a un excédent
de liquidité ne peut pas prêter à une banque ayant un besoin à un taux inférieur à 1,5. Par exemple, une banque qui a des excédents, il désire les placer auprès d'une autre banque. L'autre banque qui demande la liquidité lui offre un taux d'intérêt de 1,25% par exemple. La banque excédentaire qui désire placer les fonds va refuser. Pourquoi? Parce qu'il peut s'adresser à la Banque centrale pour placer chez elle ces excédents à un taux de 1,5% qui est supérieur au taux proposé par la banque déficitaire. Les avances à 24 heures, voici donc les avances qui ont eu lieu le 4 août 2020. La date de valeur de ces avances, c'était le 4 août 2020. La date d'échéance, c'est le lendemain, c'est-à-dire le 5, le 4, le 5. C'est la date à laquelle la banque qui a reçu l'avance à 24 heures doit restituer, doit rembourser la Banque centrale. L'instrument, c'est une avance à 24 heures. Le montant qui a été demandé à cette date, c'était 300 millions de dirhams. Le taux d'intérêt exigé par la Banque centrale était de 2,5%. Ou comme vous pouvez le constater, c'est un taux qui est inférieur à 3,5%. Il y avait aussi une autre avance qui a eu lieu le 17 juin 2020. La date de valeur de ces avances était le même jour, c'est-à-dire le 17 juin. La date d'échéance, date à laquelle la banque qui a eu cette avance doit rembourser la Banque centrale, c'est le lendemain, c'est-à-dire un jour après le 17, c'est-à-dire le 18 juin. L'instrument, ce sont les avances à 24 heures. Le montant qui a été demandé à cette date est de 5 milliards 400 millions de dirhams et le taux pratiqué par la Banque centrale sur ces banques qui ont fait appel à ces avances est de 3%. Voici donc le quatrième instrument. Deux instruments dans le cadre des opérations principales et deux autres instruments dans le cadre des avances et des facilités de dépôt à 24 heures. On passe maintenant à l'autre instrument utilisé par la Banque centrale pour intervenir sur le marché monétaire. C'est ce qu'on appelle l'open market. L'objectif de l'open market est le suivant. Ces opérations d'open market sont destinées à gérer une situation d'excédent ou d'insuffisance de liquidité à caractère durable, de quelques mois. Comment on manipule donc cet instrument? Ces opérations sont réalisées sous la forme soit d'achat ou de vente de titres émis par le Trésor sur le marché secondaire, le marché des titres de créances négociables, ou sous forme d'émission par la Banque centrale d'obligations ou d'emprunts négociables et leur rachat. On va essayer de schématiser ces situations. Dans un premier temps, le Trésor émet des titres, des bons de Trésor sur le marché secondaire. Ces titres qui seront souscrits par les banques, donc le Trésor offre les bons de Trésor aux banques, les banques vont remettre la liquidité au Trésor, c'est un emprunt, on a un emprunt sous forme de bons de Trésor, puis il peut y avoir aussi l'émission par la Banque centrale de titres d'emprunt. C'est la Banque centrale qui va émettre les titres d'emprunt qui sont remis aux banques pour obtenir la liquidité. Dans un deuxième temps, ces titres qui se trouvent maintenant en portefeuille des banques, ils peuvent être soit des bons de Trésor ou des titres d'emprunt, ils se trouvent maintenant à l'actif des banques. Ces titres qui seront maintenant soit achetés par la Banque centrale ou vendus en fonction de la situation de liquidité du marché monétaire. L'open market, dans le cas de la vente de titres par la Banque centrale aux banques. C'est la Banque centrale qui va vendre les titres aux banques. Dans le cas d'une surliquidité, la Banque centrale va vendre les titres aux banques, ces titres qui se trouvent en portefeuille de la Banque centrale, et il va obtenir la liquidité. Donc il va éponger la liquidité.
Donc, l'objectif de la Banque centrale, c'est éponger ou absorber la surliquidité du marché monétaire. Il vend les titres et reçoit les bons de trésor. Dans le cas d'une sous-liquidité, la Banque centrale va acheter les bons de trésor qui se trouvent en portefeuille des banques, donc l'achat de titres émis par le Trésor ou les titres d'emprunt émis par Banque du Maghreb, et il va injecter la liquidité sur le marché, parce que le marché se trouve dans une situation de sous-liquidité. On passe maintenant aux opérations à long terme. Ces opérations sont au nombre de 3. D'abord, les pensions livrées, ensuite les prêts garantis et enfin les swaps de change. Ces opérations ont pour objet de retirer ou d'injecter la liquidité supplémentaire sur une durée qui dépasse 7 jours. Les opérations donc à long terme sont les pensions livrées, les swaps de change et les prêts garantis. On va traiter les deux, swaps de change et les pensions livrées. D'abord, les swaps de change. Cette opération de swap de change consiste en un achat au comptant. La Banque centrale va acheter auprès des banques les devises. Achat au comptant, ça veut dire que la Banque centrale va acheter la devise au prix du marché le jour de la conclusion du contrat et il va donc racheter la devise à un terme, à une échéance bien déterminée, mais avec le prix qui est déterminé le jour de la conclusion du contrat. C'est en quelque sorte la signification. L'opération du swap de change, donc, est un contrat entre la Banque centrale et les autres banques, un contrat au comptant lors de l'achat des devises et à terme lors de la reprise des devises auprès des banques. L'objectif de la transaction, c'est d'injecter de la liquidité en dirhams en cas d'insuffisance. La Banque centrale injecte la liquidité et reçoit les devises, ou d'éponger la liquidité en vendant les devises aux banques. C'est une opération de change au comptant, assortie, accompagnée d'une opération à terme de sens inverse. Pour schématiser l'opération de swap de change, prenons le schéma suivant. Il s'agit donc d'une vente de devises par la Banque centrale aux banques sur le marché interbancaire de change, vente de devises par Banque du Maghreb, et il va recevoir la liquidité. Et il y a le sens inverse aussi de cette opération de swap de change. Lorsque la Banque centrale, en cas de sous-liquidité, la Banque centrale va acheter les devises, achat de devises par la Banque centrale auprès des banques, et il va leur verser de la liquidité. Ensuite, le dernier instrument, c'est les pensions livrées. La pension livrée, d'après l'article 1 de la loi numéro 24.1 relative aux opérations de pension, définit la pension comme suit. Il s'agit d'une opération par laquelle une personne morale cède en pleine propriété à une autre personne morale, moyennant un prix convenu des valeurs, des titres, des effets, par laquelle le cédant, celui qui a cédé les titres, et le cessionnaire, celui qui a reçu les titres, s'engagent respectivement et irrévocablement. Le premier, c'est-à-dire le cédant, s'engage à reprendre les valeurs, titres, effets, etc. Le cessionnaire a les rétrocéder, c'est-à-dire les reprendre à un prix et à une date donnée. Voici l'article 2 de la loi qui énumère en quelque sorte les différentes valeurs qui doivent être données en pension. Il s'agit des valeurs mobilières cotées à la Bourse des valeurs de Casablanca, des titres de créances négociables, les bons de trésor émis par le Trésor, les effets privés, etc. La pension livrée, donc, peut être schématisée comme suit. Dans un premier temps, les banques remettent à la Banque centrale des titres en pension. Ils vont obtenir la liquidité. Dans un deuxième temps, les banques sont
engagé, dès la conclusion du contrat, à reprendre les titres. Il s'agit d'une rétrocession des titres à l'échéance et ils vont donc verser la liquidité à la Banque centrale. Voici donc les pensions livrées. Le dernier instrument, c'est le taux directeur. Le taux directeur représente le taux de refinancement que nous allons essayer d'expliquer dans la prestation suivante relative aux actions de la politique monétaire. C'est le taux de refinancement des banques. C'est un taux de référence qui sert à encadrer la formation des taux sur le marché monétaire interbancaire. Voici donc les instruments. La séance prochaine ou la capsule suivante va porter sur les actions de la politique monétaire, c'est-à-dire comment il faut utiliser les instruments de la politique dans le cadre d'une politique expansive ou restrictive. La séance d'aujourd'hui prend fin. Je vous remercie pour votre attention et à la séance prochaine.